Éclosion de COVID-19 dans des universités de la Nouvelle-Écosse. Les étudiants sont anxieux sur les campus. Des examens se feront désormais en mode virtuel. Le souper de Noël coûtera plus cher cette année, mais les cadeaux aussi. Les prix sont gonflés par l'inflation en raison des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. C'est vraiment cher, puis je pense que c'est pas prêt d'arrêter non plus. On étire ça, oui. On fait pas trop de folie. Et dans les coulisses de l'équipe tactique de la police de Charlottetown, créée à la suite des fusillades survenues à Moncton et à Fredericton. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre téléjournal Acadie. Au cours des derniers jours, la Nouvelle-Écosse a vu une croissance fulgurante de nouvelles infections à la COVID-19. La plus importante éclosion est liée à une cérémonie de remise de bagues à l'Université Saint-François-Xavier. Le compte-rendu de Kéra Morellon. La santé publique de la Nouvelle-Écosse a rapporté un total de 363 cas de COVID-19 depuis vendredi. La majorité d'entre elles sont liées à une éclosion à l'Université Saint-François-Xavier. Le médecin en chef hygiéniste, le Dr Robert Strang, a dit au président de l'université qu'il s'attend encore à voir plus de cas liés à cette éclosion en début de semaine. Tous les examens de fin de session à l'Université Saint-FX ont été transférés en ligne ou déplacés au début janvier pour éviter plus de transmission. Mais ce n'est pas tout. Samedi, l'université Dalhousie a annoncé 8 cas présumés. Ce sont des étudiants qui ont reçu un résultat positif à un test rapide et attendent maintenant les résultats d'un test PCR. 6 d'entre eux vivent sur le campus, notamment dans le bâtiment de Howe Hall, et 2 vivent hors du campus. Je viens juste d'apprendre que les cas ont augmenté et c'est assez effrayant, explique Saher Enser. Pour cette étudiante en première année, la montée des cas dans les communautés universitaires ajoute de l'anxiété, comme si les examens de fin de session n'étaient pas déjà assez stressants. Et elle n'est pas seule. Ça rajoute un stress. Juste après avoir reçu l'email de l'université, j'ai fait un test rapide pour vérifier tout de suite. J'étais très inquiet, mais si tout le monde se fait tester, on devrait bien aller. Daniel Fenton encourage même tous les étudiants à passer un test rapide avant de faire un examen pour que tout le monde se sente plus en sécurité. Dimanche après-midi, Dalhousie n'avait fait aucune annonce et les examens devaient continuer comme prévu. It's not as bad right now. I just hope it doesn't get worse because if it does, then we're going to have to go online. Saher Enser espère que la situation ne va pas empirer, car sinon elle craint de devoir retourner à un enseignement à distance. Mais en tout cas, pour la nouvelle année, elle se souhaite un nouveau départ. Ici Kéra Morellon, Radio-Canada, Halifax. Le Nouveau-Brunswick signale aujourd'hui 112 nouveaux cas de COVID-19 et 96 rétablissements. Il y en a 56 à Fredericton, 19 à Moncton, 15 à Saint-Jean, 10 à Miramichi, 5 à Edmundston, 4 à Bathurst et 3 à Campbellton. 39 personnes sont à l'hôpital, dont 14 aux soins intensifs. La Nouvelle-Écosse, de son côté, recense 111 nouveaux cas. Il y en a 63 dans le centre, 42 dans l'est, 5 dans le nord et 1 dans l'ouest. La province est notamment aux prises avec l'éclosion à l'Université Saint-François-Xavier, comme on vous le disait il y a un instant. L'île du Prince-Édouard fait état de 7 nouveaux cas aujourd'hui, dont 2 chez des jeunes de moins de 12 ans. Il y a 37 cas actifs à l'île du Prince-Édouard. Les festivités du temps des fêtes coûteront particulièrement cher aux familles de l'Atlantique cette année. Le retard dans les chaînes d'approvisionnement, le manque de main-d'œuvre et la reprise des activités après le confinement contribuent à la montée frénétique du taux d'inflation. Sarah Derry là-dessus. Le panier d'épicerie, les cadeaux et même l'achat du sapin de Noël coûtent plus cher cette année. Et je trouve que le coût de la vie a tellement augmenté, puis cette année, puis pour le temps des fêtes, je pense que ça va être encore plus dispendieux. À moins de 2 semaines de la période des fêtes, l'économiste Octave Cutiben précise que le taux d'inflation est beaucoup plus élevé qu'à la même période l'année dernière. Les personnes pour lesquelles se nourrir constitue le plus gros de leurs revenus vont souffrir davantage que les autres couches de la population. Le panier d'épicerie coûte près de 5 % plus cher aux familles qu'en 2020, ce qui oblige certains à s'adapter pour le temps des fêtes. On est raisonnable. On étire ça, oui. On fait pas trop de folie. J'ai les moyens de passer à travers.
C'est pas tout le monde qui peut le faire, là. Non. Consommer des protéines animales au repas de Noël sera particulièrement dispendieux, entre autres en raison des délais observés dans le transport. Un constat que font des clients à la sortie de l'épicerie. Par exemple, moi et ma blonde, si on achète par exemple du bœuf, c'est seulement quand c'est en vente, parce que c'est trop cher tout de suite. Juste le prix, on a regardé aujourd'hui le prix de la dinde, là, ça fait partie de la viande, puis on a trouvé que c'était vraiment plus cher que les années précédentes. Sylvain Charlebois estime que les revenus des ménages en Atlantique ne sont pas suffisants pour pallier la hausse du coût de la vie. Le problème, c'est l'abordabilité alimentaire. Les salaires ne suivent pas nécessairement. Malgré la frénésie du temps des fêtes, les gens gardent toujours le montant des factures en tête. J'y pense pas trop. C'est décourageant. Et c'est vraiment cher, puis je pense que c'est pas prêt d'arrêter non plus. Et la tendance des prix à la hausse semble être là pour rester. Je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais malheureusement, c'est le cas. Selon l'économiste, il faudra patienter une bonne partie de l'année prochaine avant d'espérer voir le taux d'inflation ralentir. Ici Sarah Derry, Radio-Canada, Moncton. Bon, et Félix, bien comme Sarah le disait il y a un instant, l'augmentation du prix du panier d'épicerie a des répercussions, et ça jusque dans les banques alimentaires, Félix. Oui, avec le coût des denrées, il y a plus de gens qui se retrouvent dans les banques alimentaires. Selon l'organisme Banque alimentaire Canada, c'est un foyer sur 6 qui ont fait appel à une banque alimentaire dans la dernière année. En Atlantique, c'est près de 60 000 personnes ou 60 000 ménages qui ont fait appel à une banque alimentaire, ce qui représente une augmentation là, de 20 % depuis le début de la pandémie. Pour Yves Sévigny de l'atelier Radeau à Edmundston, il prévoit préparer environ 350 paniers pour le temps des fêtes. Il dit aussi qu'il y a plus de gens dans les banques alimentaires depuis la fin des prestations d'urgence, la PCE et la PCU et la PCRE. Il dit aussi qu'il y a plus d'enfants qui ont recours à l'aide alimentaire, une situation qui l'inquiète. Et que l'augmentation, c'est pas des personnes qui vivent seules, c'est pas des personnes âgées là, qui arrivent au bout de leur capacité de rente, mais c'est des familles avec des enfants. Nous, on est passé d'une proportion d'à peu près 10-12 % d'enfants qui recevaient de l'aide alimentaire à presque 33 %. Donc, le tiers des gens qui mangent grâce à l'aide alimentaire de l'atelier Radeau, c'est des enfants. Donc, on l'a vu, donc l'inflation qui touche les familles elles-mêmes, mais ça touche aussi les banques alimentaires elles-mêmes dans leur fonctionnement. Oui, parce que le coût des denrées a augmenté, ça fait que les denrées sont plus difficiles à acheter pour les banques alimentaires. Et avec plus de gens qui fréquentent ce service-là, ça limite un peu les capacités des banques alimentaires. Yves Sévigny dit que les banques au Nouveau-Brunswick tentent d'aider le plus de gens possible avec les moyens qu'ils ont. Cette année, le 100 $ que je peux acheter pour de la nourriture va me donner l'équivalent de ce que j'avais. C'est comme si j'achetais 80 $ de l'année passée. Donc, nous, on fait face à ça. C'est des coûts importants qu'il faut qu'on recoupe. C'est 22 % d'augmentation du panier d'épicerie pour nous autres. Même si on achète au prix de gros chez les fournisseurs, chez les grossistes, eux aussi, les prix ont augmenté. Et c'est tous les coûts d'opération d'une banque alimentaire qui augmentent. Yves Sévigny affirme voir plus de gens pendant le temps des fêtes dans les banques alimentaires depuis l'an dernier, depuis le début de la pandémie. Il encourage aussi les gens à faire du bénévolat ou à donner des denrées dans leur banque alimentaire locale s'ils le peuvent. Bien. Merci beaucoup, Félix. Je vous en prie. Salut. Et à l'île du Prince-Édouard maintenant, la police de Charlottetown s'est dotée d'une équipe d'intervention rapide en 2020 à la suite des fusillades de Moncton et de Fredericton. L'équipe tactique s'entraîne pour améliorer ses compétences. Julien Lecacheur là-dessus. La police de Charlottetown n'est pas là pour plaisanter. Armée, protégée et positionnée en ordre de marche, elle s'apprête à arrêter un forcené barricadé, lui aussi armé. Le tout sans faire de blessés. Car ici, plus de peur que de mal, il s'agit d'un exercice afin d'améliorer les techniques d'intervention. Improving the outcomes for everyone involved in situations with elevated risk. La police de Charlottetown a créé une équipe tactique à la suite des fusillades survenues à Moncton en 2014 et à Fredericton en 2019. Les squads a finalement vu le jour en juin 2020.
C'est crucial dans notre province d'avoir la capacité de répondre à toutes sortes d'événements tragiques, explique le chef de la police de Charlottetown. L'unité d'élite répond aux situations les plus dangereuses comme des prises d'otages, des recherches de suspects ou encore des arrestations liées au trafic de drogue. Et chaque mois, elle multiplie les exercices en tout genre dans la région de Charlottetown. L'entraînement doit nous aider à maîtriser ce genre de situation, souligne ce membre de l'unité tactique. Outre la maîtrise, les squads développent aussi de nouvelles techniques afin d'assurer la sécurité de son équipe et d'éviter toute fin tragique. Nous possédons les outils et les armes moins puissantes et moins dangereuses pour assurer la vie de tous, souligne Michael Challoner. L'unité d'intervention rapide intervient uniquement dans la région de la capitale insulaire, mais des discussions sont actuellement en cours avec les polices de Kensington et de Summerside pour créer une nouvelle force provinciale afin d'éviter toute tragédie dans la province insulaire. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Charlottetown. Dans quelques minutes, on vous parle d'un tout nouveau livre pour sensibiliser les enfants à l'autisme. La portion du Sentier Cabot au Cap-Breton qui a été emportée lors de la tempête du mois dernier devrait rouvrir à la circulation automobile dès mardi. Les automobilistes peuvent s'attendre à des retards de circulation pendant la durée des travaux routiers qui vont encore durer plusieurs mois de plus. De grandes sections de la chaussée seront réduites à une seule voie et des feux de circulation seront en place. Parc Canada veut raconter l'histoire des esclaves noirs à la forteresse de Louisbourg, encore au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. On estime que 380 esclaves ont habité la forteresse française. Parc Canada est à mettre sur pied une exposition à laquelle contribuent des groupes afro-néo-écossais. La nouvelle exposition pourrait être en montre dès 2023. Et l'étendue et le coût des réparations du logiciel dont le mauvais fonctionnement avait provoqué l'écrasement d'un hélicoptère maritime des Forces armées canadiennes qui a coûté la vie à ses 6 membres d'équipage ne seront pas connus avant le printemps. 2 enquêtes militaires ont déterminé que c'est un problème de logiciel qui a joué un rôle majeur dans l'accident mortel d'un hélicoptère Cyclone au large des côtes grecques l'année dernière. L'hélicoptère effectuait un vol à partir du navire Fredericton. Et un livre pour sensibiliser les enfants à l'autisme. C'est le défi que s'est donné Audrey Long, une jeune auteure de Fredericton. Dans Tommy Tempête, l'assistante en éducation raconte l'histoire de son fils qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 2 ans. Jérémy Tessier-Vigneault. À la cloche, Mme Cathy est allée voir Tommy. Le livre a été écrit il y a quelques années alors qu'Audrey cherchait un soutien pour aborder l'autisme avec les élèves de sa classe. Pour parler d'autisme avec les élèves. Puis on a réalisé qu'il n'y avait pas des dizaines de choix. Il y avait comme le lot l'autisme, puis c'est pas mal tout dans les choix qui avaient disponibles à l'école. Puis pour moi, c'est un problème. Puis quand il y a un problème, j'ai habituellement une solution. Donc ma solution pour moi, c'était d'écrire Tommy Tempête. L'histoire raconte la rentrée scolaire de son fils Tommy, une rentrée remplie de défis pour un jeune autiste. Mais Tommy, lui, courait, criait, sans se soucier des plus vieux. Aurélie, la narratrice du livre, était présente lors des premiers jours de classe de Tommy. Pour elle, le livre a permis de démystifier plusieurs préjugés sur le spectre de l'autisme. Qu'est-ce que c'est l'autisme? Puis comment est-ce que d'autres personnes le voient? Puis ce livre-là a vraiment aidé à répondre à beaucoup de questions à beaucoup de gens. Puis en plus, ça aide à parler puis ouvrir une conversation avec. Pour l'auteur, il était primordial que les enfants soient rapidement confrontés avec les réalités que pouvait vivre son fils. Parce que selon moi, c'est avec les enfants que c'est plus facile de parler d'autisme. Un adulte n'est pas toujours prêt à nous écouter, puis il n'est pas toujours autant ouvert d'esprit qu'un jeune qui veut juste comprendre, puis qui a juste le cœur ouvert.
Depuis sa parution en septembre, le livre se vend un peu partout au Nouveau-Brunswick et au Québec. Il est devenu un outil pédagogique utilisé dans plusieurs écoles. Pour moi, c'était juste la continuité de ce que je faisais déjà à l'école, de discuter d'autisme, puis sensibiliser nos élèves à l'école, de travailler fort sur l'inclusion scolaire, qui est vraiment une de mes priorités. Fait que c'était juste un étirement de ceci que là, je peux étendre à l'extérieur des murs de mon école, que je peux étendre à n'importe qui achète le livre. Audrey a reçu l'appui d'une psychologue spécialisée lors de la rédaction de son livre. L'École des éclaireurs, qui a reçu le prix d'école inclusive en 2019, a également démontré son soutien envers la jeune auteure. Que ce soit des différences au niveau physique, que ce soit de la langue, des différents défis. On parle d'autisme, on parle de TADA, on parle d'opposition. Nos jeunes sont vraiment ouverts à ces différences-là. À l'École des éclaireurs, c'est quelque chose qui nous rend vraiment fiers. Puis j'étais vraiment contente que ça soit reconnu au niveau de la province. Pourquoi? Tout le monde était bien assis. Tout le monde sauf Tommy. Grâce à l'initiative de sa mère, Tommy peut évoluer dans un environnement inclusif et qui comprend les enjeux de l'autisme. Ici Jérémy Tessé-Vigneault, Radio-Canada, Fredericton. La fièvre du football s'empare de la ville de Hamilton, en Ontario, à quelques minutes du match de la Coupe Grey. La rencontre doit opposer les Blue Bombers de Winnipeg aux Tiger Cats de Hamilton. Le botté d'envoi est prévu pour 18h heure locale. Les Tiger Cats tenteront de se venger de leur défaite aux mains des Bombers lors de la dernière Coupe Grey en 2019. La finale de 2020 n'avait pas eu lieu à cause de la pandémie. Le pilote de Formule 1, Max Verstappen, a dépassé son rival Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi pour remporter son premier championnat du monde. Les deux pilotes ont été toute la saison au coude à coude et c'est finalement une décision controversée des officiels qui a permis au pilote néerlandais de 24 ans de l'emporter. Et dans quelques minutes, près d'une centaine de morts dans les tornades qui ont frappé les États-Unis. Les récentes inondations constituent l'événement météo le plus sévère et le plus coûteux de l'histoire de la Colombie-Britannique. Selon le Bureau d'assurance du Canada, les pertes sont estimées à environ 450 millions de dollars. Cette première estimation ne tient toutefois pas compte de tous les dégâts parce que la plupart des dommages ont eu lieu dans des zones inondables où l'assurance contre les inondations n'est pas disponible. À titre de comparaison, les dommages assurés liés aux feux de forêt de cet été sont estimés, eux, à environ 155 millions de dollars. Aux États-Unis maintenant, après que des tornades meurtrières aient été et balayé 6 États, les secours continuent d'être déployés pour retrouver des personnes coincées sous les débris. Au moins 94 personnes ont perdu la vie, dont 83 seulement dans l'État du Kentucky. Azeb Voldegorgis. Nous sommes à Mayfield, au Kentucky, une ville qui a été très touchée par la tornade. Vous pouvez voir ici les maisons avec les toits arrachés. La tornade a littéralement rasé cette ville de 10 000 habitants. Aujourd'hui, évidemment, l'heure est au nettoyage. Les services de secours travaillent d'arrache-pied. On espère aussi retrouver des survivants parmi les décombres. Le gouverneur du Kentucky l'a confirmé. Mais écoutons d'abord le chef des opérations d'urgence du Kentucky. You know, we don't really look at obstacles right now. We're looking at this recovery operation as how fast can we get there and what's the best job we can do. We meet continuously. The state EOC is in operation round the clock. We're actually receiving a very good cooperation from our federal partners, and certainly all of our state cabinets are on site and providing resources that are required downrange. Alors, vous pouvez voir les voitures, les pompiers, les résidents qui viennent constater l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui, le ciel est bleu, il y a un solaire radieux, donc ils peuvent enfin voir vraiment ce qui est arrivé à leur maison, à leurs biens. Évidemment, les gens craignent que ce genre de situation soit de plus en plus fréquent à cause du réchauffement climatique. Les gens sont extrêmement surpris du fait que cette tornade de cette ampleur soit arrivée aussi tard dans l'année, au mois de décembre. Écoutons la personne responsable des services d'urgence au niveau fédéral.
This is going to be our new normal, and the effects that we're seeing from climate change are the crisis of our generation. We're taking a lot of efforts at FEMA to work with communities to help reduce the impacts that we're seeing from these severe weather events and help to develop system-wide projects that can help protect communities. La ville de Mayfield ressemble vraiment à une zone de guerre. D'ailleurs, parmi les victimes, il y a eu 7 prisonniers qui travaillaient dans cette usine de bougies, de chandelles. Ils travaillaient là, ça faisait partie de leur programme, de leur réinsertion sociale plus tard. 7 sont morts et un de leurs responsables est mort également. Ici à Bois-de-Léguerguis, Radio-Canada, Mayfield, Kentucky. En Italie, une violente explosion a fait au moins 3 morts et 6 blessés. Les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants dans les décombres de plusieurs bâtiments de la ville de Ravanusa, en Sicile. Une fuite de gaz pourrait être à l'origine du sinistre, comme nous l'explique Marie-Michel Lauzon. La violente explosion a eu lieu la nuit dernière à Ravanusa, une ville de 11 000 habitants du sud de la Sicile. Les images aériennes témoignent de la force de la déflagration. Il ne reste pratiquement plus rien du bâtiment résidentiel de 4 étages. Au sol, les débris viennent complexifier la tâche des équipes d'urgence. Les secouristes travaillent sans relâche pour tenter de retrouver des survivants. 2 femmes ont pu être extirpées des décombres. 5 personnes sont toujours portées disparues. Le dernier bilan des autorités fait état de 4 morts. L'explosion pourrait avoir été causée par du gaz qui se serait accumulé dans une cavité du bâtiment, a affirmé le chef pompier de la ville. Une enquête a été ouverte. Les recherches se poursuivent avec des maîtres chiens. Le maire de Ravanusa a demandé à ses citoyens qui possèdent des pelles et des bulldozers de venir aider les secouristes sur les lieux du drame. Ici Marie-Michel Lauzon, Radio-Canada, Montréal. Les forts vents des dernières heures ont causé de nombreuses pannes de courant dans l'est du pays. Le Québec est la province la plus touchée, avec plus de 350 000 foyers sans électricité. Près de 200 000 clients ont été plongés dans l'obscurité en Ontario et près de 5 000 foyers ont été privés de courant au Nouveau-Brunswick. Et pour demain, au Nouveau-Brunswick, ce sera d'ailleurs, on va à la météo, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 4, scénario similaire en Nouvelle-Écosse, où on pourrait recevoir quelques flocons par endroit, maximum de 7. Île-du-Prince-Édouard et Île-de-la-Madeleine, alternance de soleil et de nuages, maximum 4. Puis, à Terre-Neuve et Labrador, on attend des bourrasques de neige plus à l'ouest, tandis que dans l'est de la province, ce sera alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 4. Voici les prévisions à plus long terme. Et voilà, c'est tout pour ce téléjournal Acadie. On se quitte sur des images de notre caméraman Gilles Landry dans la région de Moncton. Vous retrouverez demain Michel Brideau. Ici Nicolas Stenbach. Au nom de toute l'équipe, bonne soirée à notre antenne.